Ce mec était vraiment dérangé. Salut à tous, bienvenue sur Fran Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler de Dahmer. Dans cette vidéo, contrairement à d'habitude, je vais la diviser en 3 parties. Une première partie sans spoiler et une deuxième avec spoiler. Je vais en rajouter une troisième où je ferai les différences entre la série et la réalité. Cette série est tirée d'une histoire vraie, l'histoire de Jeffrey Dahmer, l'un des tueurs en série les plus célèbres des États-Unis d'Amérique, aussi appelé le cannibale de Milwaukee, et elle est réalisée par Ryan Murphy, un spécialiste en la matière de mettre mal à l'aise les gens en regardant une série comme il le fait si bien avec American Horror Story. Le piège avec ce genre de série, de films, de documentaires, c'est de nous mettre du côté du coupable ou du meurtrier. Dans cette série, c'est évidemment ce qui va se passer puisqu'on raconte l'histoire de Jeffrey Dahmer, mais on va également nous mettre du côté des victimes, notamment dans les derniers épisodes. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Cette série, c'est un carton phénoménal. En une semaine, c'est devenu l'un des plus gros succès de Netflix avec 196,2 millions de vues. L'ambiance de la série, elle est pesante, elle est glauque, et dans certaines scènes assez violentes de par des séquences qui vont être filmées, elle est vraiment très bien foutue, si ce n'est le début de la série qui est, je trouve, à mon goût un peu long à démarrer, mis à part l'épisode 1 qui était pour moi un des meilleurs avec l'épisode 6, mais je reviendrai dessus en spoiler. Après, disons qu'à partir de l'épisode 4, 5, ça commence vraiment à être plus intéressant. C'est une série clairement où il n'y a pas d'action. On pourrait se dire qu'il se passe rien, mais en fait c'est une série qui est très psychologique parce qu'il faut comprendre la psychologie du personnage. C'est un peu le but de la série, de raconter son histoire, l'histoire des victimes, mais aussi de comprendre sa psychologie. Ce genre d'histoire, on va pas se mentir, chez la plupart des gens, c'est une histoire qui va captiver. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est là où ça peut faire débat. Je pense que c'est normal que ce soit une histoire captivante parce que, comme je l'ai dit, on veut comprendre la psychologie du personnage, pourquoi il est devenu comme ça, qu'est-ce qui a vrillé dans son cerveau. Si on le regarde de ce côté-là, je ne trouve pas que ça soit malsain. En revanche, si on le regarde avec une certaine admiration du personnage, comme de nombreux fans qui lui ont envoyé des lettres, et pas qu'à lui, il y a beaucoup de tueurs en série, pour leur dire qu'ils étaient fans, qu'ils l'adulaient et même parfois qu'ils voulaient l'épouser, là oui, c'est problématique. Sinon, en soi, si l'histoire est bien racontée et qu'il nous met bien en scène les choses, sans nous faire passer le coupable pour un héros, qui est très important, je ne trouve pas que ça soit si perturbant que ça de regarder ce genre de série. Là où c'est malsain et là où c'est glauque, c'est que la série a suscité un tel engouement que maintenant, certains collectionneurs veulent acheter ses objets personnels, sa Bible qu'il avait en prison, un dessin qu'il a fait quand il était petit, jusqu'à ses lunettes de vue qu'il a portées quasiment toute sa vie et qui serait estimé à 150 000 $. C'est énorme. Et là, si on va de ce côté-là, effectivement, on est plutôt du côté malsain. T'as beau être un collectionneur, ça passe pas. Le problème avec ce genre de choses, avec ce genre de série, c'est qu'évidemment, on va accorder de l'importance à ce psychopathe, à ce qu'il a fait. Mais en même temps, d'un autre côté, on va aussi rendre hommage aux victimes et aux familles des victimes quand, évidemment, la série, le film ou même le documentaire est bien réalisé. Cela dit, pour rendre hommage aux familles des victimes, il faudrait encore qu'elles soient d'accord. Et pour cette série, c'était absolument pas le cas. Et d'ailleurs, beaucoup de familles des victimes se sont plaintes et se sont révoltées contre cette série qui, pour elles, n'avait pas lieu d'être. Ce qu'on va aussi beaucoup montrer dans cette série, c'est les inégalités qu'il y avait à cette époque entre les noirs et les blancs, à savoir que les victimes de Jeffrey Dahmer étaient quasiment toutes de couleur et qu'il vivait dans un quartier qui était très mal fréquenté et donc très peu surveillé par la police. Et dans cette série, notamment par des scènes qui n'ont pas existé dans la réalité et qui ont été mises dans la série, mais je reviendrai en spoiler, on appuie, on accentue vraiment sur les inégalités de l'époque et je trouve que c'est vraiment un bon point. Pour résumer, j'ai bien aimé cette série, le départ est un peu long. Si jamais vous l'avez pas vue, je vous la conseille. L'histoire est très bien racontée, l'ambiance est très pesante et si vous n'avez pas vu la série, je vous invite à aller la voir et à revenir sur ma vidéo après. En attendant, on va passer en spoil, c'est par là que ça se passe. Dans cette série, on se rend compte que Jeffrey Dahmer, assez jeune, il avait des problèmes psychologiques. On se rend compte aussi que c'était un garçon qui était très isolé, très renfermé sur lui-même et qu'il avait une passion commune avec son père, c'était d'éventrer des animaux. Déjà, quand tu as une passion comme celle-ci à l'âge de 8-9 ans, c'est assez particulier. Ce que j'aime aussi dans cette série, et c'est ce qui m'a un peu perturbé au début et après je trouvais que c'était plutôt une bonne idée, c'est qu'à chaque épisode, on nous ramène à un moment clé de sa vie. C'est-à-dire qu'on commence la série avec son arrestation et ensuite, pendant l'interrogatoire, pendant tout ce qui va suivre, on va nous ramener à des moments dans sa vie qui l'ont fait vriller. Ce qu'il faut savoir dans l'épisode 1, il est un peu long, c'est vrai, mais par la suite, j'ai lu que l'épisode 1 était une réplique exacte de ce qui s'était passé ce soir-là, cette nuit-là, avec ce fameux Tracy. Tracy, pour sortir un peu de la série, plus tard a violé une fille et a tué un homme. Donc du coup, si jamais je revoyais l'épisode, j'aurais un peu moins de compassion pour ce mec-là. Cela dit, c'est pas le sujet, mais à savoir que lui était aussi un peu taré sur les bords. Dans l'épisode 4, il dit quelque chose qui est intéressant, il dit « Je suis né comme ça, aucun événement ne m'a transformé, je suis comme ça depuis toujours. » Et là, la question va se poser, une question qui fait débat, et je trouve que c'est assez normal, parce que scientifiquement parlant, je pense qu'on n'a pas encore une réponse. Est-ce qu'on peut naître mauvais
ou pas. J'étais plutôt tendance à dire on ne naît pas mauvais, on le devient. Mais en fait, au final, peut-être qu'on est avec une pathologie qui est réellement mauvaise. J'avais vu un jour, il y a longtemps, un reportage sur YouTube d'une petite fille qui, très jeune, était déjà complètement barrée dans sa tête. Et donc, quand j'avais vu ce documentaire, je m'étais demandé, est-ce que on devient réellement mauvais ou est-ce qu'on est avec une pathologie qui fait de nous quelqu'un de mauvais? Bah ça, c'est une vraie question. Et honnêtement, je pense qu'elle fera débat encore des années. Il y a un moment où je me suis vraiment dit, what the fuck, je crois aussi que c'est dans l'épisode 4, je me suis dit, le mec est réellement devenu médecin. Alors là, pour lui, c'était du pain béni, hein, d'être médecin, waouh! Tu pouvais pas être plus au cœur de tout ce qui était en rapport avec le corps de l'être humain. Et ce qui est chelou aussi, c'est qu'on voit dans la série qu'il avait quand même quelques casseroles à son actif, et ça me fait poser la question que c'est quand même bizarre qu'il n'ait jamais été arrêté sérieusement. On voit qu'il se fait arrêter quelques fois dans la série, et à chaque fois il est relâché en ayant presque juste un avertissement, et en fait quand on le regarde, quand il parle par exemple à la police dans la voiture, il paraît tellement teubé que la police a presque pitié de lui, entre guillemets, et bon, on se dit vas-y, de toute façon t'iras pas très loin, ouais, va-t'en quoi, va-t'en. Recommence pas, et va-t'en. L'épisode 6 pour moi, avec le personnage touchant de Tony, est clairement le meilleur. Je trouve que c'est énorme de nous mettre dans la peau de Tony, donc un jeune homme qui a un handicap depuis son plus jeune âge et qui est totalement sourd, et le fait de nous mettre dans sa peau et de nous priver d'un sens majeur qui est l'ouïe, on comprend encore mieux le personnage, et je trouve que c'est un excellent moyen de nous faire voir, de nous faire comprendre comment lui l'a vécu. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent. En plus, Jeffrey se retrouve en Tony, mais sous une autre forme. Tony lui dit qu'il doit se battre tout le temps, et pour enlever cette différence, il est obligé de faire des efforts, sinon il se retrouverait seul. Et quand Tony lui dit ça, on voit que Jeffrey, c'est exactement ce qu'il ressent. À l'inverse que Jeffrey, lui, ne se bat pas pour se faire accepter des autres. Lui, il va dévier d'une manière complètement différente en devenant un vrai psychopathe. Alors pendant toute la série, on a l'impression que Glenda, elle craint pas particulièrement Jeff. Elle ose lui dire des choses qui, moi, personnellement, j'y aurais pas été. Je me serais fait petite, je me serais fait oublier, en fait. Et en fait, dans l'épisode 7, cette scène où il lui apporte un sandwich et qu'il veut qu'elle le mange, on se rend compte qu'effectivement, elle est terrorisée par Jeffrey Dahmer, et en soi, c'est totalement normal. Dans l'épisode 7, où on est plus axé sur le père, on se rend compte que son père, lui aussi, avait des pensées malsaines quand il était jeune, mais qu'il a réussi à trouver un moyen de se débarrasser de ses pensées malsaines. Le père reconnaît ses torts, sa culpabilité, la mère aussi. Pourtant, la mère a très peu été présente et elle a abandonné Jeff quasiment toute sa vie, mais elle reconnaît qu'elle a eu tort. Et d'ailleurs, elle cherche aussi à se suicider quand elle comprend que son fils est un monstre, une tentative qui n'aboutira pas. Quand tu apprends que ton fils est en train de devenir l'un des tueurs les plus célèbres des États-Unis, tu comprends que ta vie, elle va basculer, qu'elle ne sera plus du tout pareille. En fin de série, on se place vraiment du côté des familles, où on est vraiment qu'avec les familles, et le personnage de Jeffrey Dahmer devient presque secondaire. C'est une bonne chose parce qu'on voit vraiment leur peine, mais dans ces épisodes, on va pas uniquement parler des familles des victimes, on va aussi parler de la famille de Jeffrey. Parce qu'évidemment, la famille de Jeffrey, bah ça a aussi des répercussions sur eux. Évidemment, c'est pas comparable avec ce que la famille des victimes a vécu, c'est clair, mais il y a aussi des répercussions chez eux. La musique dans la série ne m'a pas particulièrement interpellée, donc je dirais qu'elle n'était pas exceptionnelle. Par contre, il y a un moment qui m'a dérangé au niveau de la musique, c'est quand on assiste à l'exécution du tueur en série qui se déguise en clown, j'ai oublié son nom, et en même temps au baptême de Jeff Dahmer. Cette musique-là, je trouve qu'elle va pas du tout avec la scène, parce que c'est une musique qui nous donne presque une émotion de compassion, alors que je trouve qu'il y aurait fallu avoir une musique qui nous mette plutôt dans un contexte de désapprobation totale. Et là, vraiment, cette musique, moi, je trouve qu'elle était là pour nous donner de la compassion envers ces deux personnages. J'ai trouvé que cette musique n'avait pas sa place dans cette scène. Dans l'épisode 8, on assiste à deux scènes en simultané de récompense. Les deux flics blancs qui ont fauté et clairement qui s'en foutent, qui sont récompensés, et Glenda, une femme de couleur plein de courage, qui est récompensée par le maire de la ville, il me semble, qui est lui aussi de couleur. Dans la première, avec les deux flics, on a une foule qui les acclame, qui vont presque faire une standing ovation, alors que c'est tout le contraire qu'il faudrait faire. Et de l'autre, on a une petite foule qui acclame évidemment Glenda. Mais quand on superpose ces deux scènes qui sont diffusées en simultané dans la série, on a vraiment deux salles, deux ambiances. Et c'est avec ce genre de scène qu'on accentue vraiment les questions de racisme à cette époque. Pendant son procès, Jeff Dahmer demande son exécution, et comme la mise à mort a été abolie dans l'état du Wisconsin, il a écopé de 957 ans de prison. Autant dire la prison à perpétuité. Et ce que j'aime aussi, je sais pas si ça s'est réellement passé pour le coup, mais je pense que oui, c'est que pour Jeffrey Dahmer, ils auraient apparemment, en tout cas c'est ce qui est dit dans la série, parlé de remettre la mise à mort pour Jeffrey Dahmer. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça pour le coup, j'en sais rien, mais je vois pas pourquoi ils auraient été raconter ça. Tous les acteurs sont remarquables, je trouve, dans leur rôle, et surtout Evan Peters qui joue le rôle de Jeffrey Dahmer. Pour l'avoir découvert et pour l'avoir énormément vu dans American Horror Story, je n'avais aucun doute qu'il arriverait à se mettre dans la peau de ce personnage. C'est un acteur franchement fabuleux, et c'est même un peu un acteur fétiche de Ryan Murphy. Evan Peters est présent dans quasiment toutes les saisons d'American Horror Story, et il a vraiment fait un très bon travail dans ce personnage. Maintenant, je vais rentrer dans la troisième catégorie, je vais vous parler
parler des différences entre la série et la réalité. Il faut savoir que Glenda Cleveland n'était pas réellement la voisine de Jeffrey Dahmer. En effet, elle habitait dans l'immeuble à côté, mais ce n'était pas sa voisine. La voisine de Jeffrey Dahmer s'appelait Pamela Brass. Ils ont fait une sorte de fusion entre ces deux personnages, et donc ils ont remplacé Pamela Brass par Glenda Cleveland. À savoir que Pamela Brass s'entendait plutôt bien avec Jeffrey Dahmer, et que la scène du sandwich a réellement eu lieu, et que Pamela, contrairement à Glenda, a mangé le sandwich, et quand elle a vu évidemment toutes les horreurs que Jeffrey avait pu faire, elle n'a pas pu s'empêcher de penser qu'elle avait mangé de la chair humaine. Quand Glenda et sa fille Sandra rentrent chez elle, c'est qu'il y a trois blancs presque en admiration de ce que Jeffrey Dahmer a fait, il y a une altercation entre Sandra et l'un des trois connards, on va les appeler comme ça, et juste après on voit les flics qui viennent arrêter Sandra parce qu'elle a pété l'appareil photo de ce mec. Et cette scène, on ne sait pas réellement si elle s'est passée parce qu'il n'y a absolument aucune preuve comme quoi Sandra, la fille de Glenda, a été inculpée dans une altercation. Et donc la tendance serait plus à dire que cette scène n'a jamais eu lieu et qu'elle était juste là pour renforcer encore une fois les différences entre les blancs et les noirs très présents à cette époque. Et ça va être pareil avec les deux policiers blancs. À savoir que les deux policiers blancs n'ont jamais été récompensés pour ce qu'ils ont fait. Ils ont été virés de la police en 1992 et 2 ans plus tard, l'un d'entre eux a réintégré les unités et est devenu le syndicat des policiers de la police de Milwaukee. La différence suivante, c'est que lorsque Jeffrey travaille dans le centre médical et qu'on le voit boire du sang, ce n'est pas arrivé. Il a effectivement essayé de boire du sang qu'il a recraché tout de suite, probablement parce qu'il était dégoûté, j'en sais rien. Cela dit, quand tu manges de la chair humaine, boire du sang, c'est comme si tu buvais un vin rouge, j'imagine. Mais voilà, il a bien essayé de boire du sang, mais il l'a recraché directement. Donc quand on voit Jeffrey Dahmer boire des litres de sang, ça ne s'est pas passé, ce n'est pas vrai. Et la dernière différence entre la série et la réalité, c'est avec Tony. Tony, la victime qui était atteinte de surdité, et Jeffrey Dahmer se connaissaient en réalité depuis 2 ans avant le meurtre de ce dernier. Et donc on imagine qu'en 2 ans de temps, ils ont noué des liens qui étaient relativement forts. Et dans la série, c'est pas le cas. On a l'impression qu'il l'a rencontré et qu'il l'a tué 48 heures après, alors que ce n'est absolument pas le cas. Ils se connaissaient depuis 2 ans. Voilà pour cette critique, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas cette série. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine.